Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour Églantine. Bonjour Sonia, Nora. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais sur Rennes, il fait plutôt beau. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous voyez. J'ai une petite étude géographique. Sur Paris aussi, il fait beau. Pluie dans le Rhône. Ah, La Normandie, quelqu'un d'Alençon, Vitré. très beau sur Brest, évidemment. Auvergne-Rhône-Alpes. De la pluie en Moselle. On n'a pas tous la même météo, il faut croire. Voilà, c'est ça. Gris à Narbonne, dans le sud. Comme quoi, bon. De temps Non, en je temps. plaisante, je plaisante. C'est que comme on nous dit souvent qu'il ne fait pas beau en Bretagne, on en profite, là, il Aujourd'hui, fait grand beau. voilà. Il y a encore du monde qui arrive. Bon, on va peut-être pouvoir aussi vous donner dans un premier temps, tant que tout le monde arrive, les premières Il fait beau en consignes. Guyane. Ah, c'est bon, bien en même temps. Les premières consignes concernant ce webinaire, alors vous avez pu le voir, vous avez un onglet chat pour pouvoir discuter, réagir sur tout ce qu'on va dire durant cette heure. Mais vous avez aussi un onglet questions. Et c'est là que je vous suggère plutôt d'écrire vos questions. On pourra y répondre au fil de l'eau et pouvoir les afficher à l'écran. N'hésitez pas aussi, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et on essaiera avec Emmanuel d'y répondre en priorité. Alors, je pense que le nombre de participants va commencer à être un peu stable. On est à 60 participants. Emmanuel, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel de ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle? Oui, tout à fait. Donc, c'est un événement donc 100% distanciel qui est proposé par tous les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle sur tout le territoire français. Donc, nous nous sommes fédérés pour organiser des webinaires à destination des salariés et des travailleurs indépendants sur toutes les thématiques de l'évolution professionnelle. Avec l'ensemble des opérateurs. Donc, il y a l'APEC au niveau national, mais également tous les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui interviennent sur chaque région. Donc, il y a le réseau EVA, le groupement évolution auquel on appartient et donc qui est sur tout le Grand Ouest, et également Paris et le Nord. Le réseau EVA est intervenant plus sur les régions de l'Est, du Sud et de l'Ouest. On se partage la France en deux. La BGE également en Guyane, en TARH en Corse et Axis en Guadeloupe, en Martinique, excusez-moi. Voilà. Et donc, on vous propose des webinaires. Vous avez encore jusqu'à demain pour visionner tous ces webinaires thématiques. Et il y aura des replays également qui seront accessibles après l'événement. Exactement, les replays seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'événement et sur le site internet de l'événement vendredi en fin de journée. En tout cas, vous pourrez y accéder tranquillement, aller revoir peut-être les webinaires que vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire ou en tout cas assister. Voilà, tout sera disponible en replay. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, je commence. Je m'appelle Morgane Bacon. Je suis chargée de communication pour Catalyst Conseil. Donc, Catalyst qui est un des mandataires du groupement Évolution. Et Emmanuel. Et donc, je suis Emmanuelle Soyer, donc je suis directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, puisque c'est Catalyst qui pilote ces régions et nous intervenons et nous pilotons le groupement évolution avec différents opérateurs sur ces trois régions. Alors, je vois dans le chat que j'aurais un problème de son. Emmanuel, est-ce que tu m'entends bien? Moi, j'entends bien.
également. Dites-nous si vous voyez également, vous avez des problèmes de son pour entendre Morgane, ou est-ce que peut-être que Florence est liée à votre ordinateur? Apparemment, Ouais, a pas de priori, problème pour les Florence, je deux. pense apparemment tout le monde dit qu'il Tout n'y a le pas de problème monde. pour entendre Morgane, donc c'est peut-être un problème technique de votre côté. Bon, on va poursuivre. Alors, hop là. Donc, vous êtes ici pour le webinaire «J'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle». C'est un webinaire qui va se faire un peu en deux parties. Une première partie sur un peu, dans un projet d'évolution, voilà, la phase un peu de réflexion, une phase en amont, comment les réseaux sociaux peuvent vous aider dans la phase en amont, la phase de réflexion sur votre projet professionnel. Puis, dans un second temps, effectivement, comment les réseaux sociaux peuvent venir, voilà, vous appuyer dans la phase de mise en œuvre de votre projet professionnel. Merci. Donc, quand on parle évolution professionnelle, on veut préciser en introduction que c'est un champ qui est très, très large, qui concerne à la fois tous les projets d'évolution interne en entreprise, de repositionnement sur un autre poste ou d'évolution en développant d'autres compétences sur une partie de mon métier, par exemple. Et ça englobe également, bien sûr, la mobilité externe, donc rester sur le même métier dans une autre entreprise ou dans un autre secteur, transférer ses compétences dans un autre secteur, mais en restant sur le même type de compétences. Ça englobe également la reconversion, donc changer de métier, changer de secteur, les projets de création d'entreprise et de reprise d'entreprise, et puis la recherche d'emploi lorsqu'on est demandeur d'emploi. Donc, on va balayer tous ces types de projets et comment les réseaux sociaux vont pouvoir être utiles dans l'élaboration du projet, dans la validation du projet, donc première partie, et puis dans concrètement la mise en œuvre du projet, deuxième partie. Alors du coup, Emmanuel, dans la phase de réflexion, un peu les principales choses à analyser en amont. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment, c'est important de professionnaliser votre profil professionnel sur les réseaux sociaux. Donc, bien analyser votre e-réputation et d'être vigilant sur tout ce qui est visible sur les réseaux, comme dans la vie, je dirais, on se comporte sur les réseaux sociaux comme on se comporte dans la vraie vie. Donc, il faut faire attention dans la sphère professionnelle à son e-réputation. Ne pas négliger la photo, pardon. Je voulais juste rajouter pour ça, la première chose à faire, tout bêtement à faire, c'est taper votre nom, prénom sur Google, par exemple. Allez voir les résultats de recherche qui ressortent, vous verrez sur quoi vous êtes présent, sur quoi vous êtes visible, même sur les images de Google, peut-être qu'il y a votre photo qui circule sur certains sites, sur certains articles. Ah, c'est un peu la phase, l'action que vous pouvez faire de base pour aller analyser votre e-réputation. Et pouvoir essayer de supprimer des contenus qui ne seraient pas vraiment conformes à ce que vous souhaitez véhiculer comme image. Voilà. Bon, après, il y a certains contenus qu'on a du mal à supprimer. Hein, donc, voilà. Mais en tous les cas, être vigilant sur et aller regarder effectivement. La photo du profil, de votre profil sur les réseaux, c'est vrai que c'est la première image, c'est la porte d'entrée, donc c'est important d'avoir une photo de qualité et puis qui vous valorise. Alors là, c'est des principes qui sont généraux sur tous les médias, sur tous les types de réseaux, et on va rentrer après dans le détail réseau par réseau, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un profil qui est bien rempli et qui est mis à jour, surtout, que dans votre profil, vous puissiez également utiliser des mots-clés qui permettent de facilement vous trouver si une personne recherche par mots-clés et tombe effectivement sur vos mots-clés pour optimiser votre profil. Effectuer régulièrement des modifications de votre profil, poster, donc que ce soit vraiment une page qui soit vivante, poster puis relayer régulièrement des articles professionnels, et puis demander des recommandations aussi à votre réseau. Et puis, bien sûr, la vigilance, c'est attention à l'orthographe, puisque c'est comme pour la réputation, etc. C'est ce qu'on voit en premier. Voilà. C'est ça, on ne le répétera jamais assez, mais parfois, il faut bien se relire avant de publier.
Donc, ce dont vous avez besoin. Alors, ce dont vous avez besoin généralement pour préparer, valider un projet, vraiment tout ce qui est amont avant de passer à l'action. Et donc, le conseil en évolution professionnelle est vraiment là pour vous accompagner dans cette préparation, élaboration de la réflexion du projet et vérifier la faisabilité. Donc, vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour rechercher de l'info sur les métiers. Sur les secteurs d'activité également, sur les formations, hein, puisque en fonction des besoins que vous pouvez avoir et des projets étudiés, vous allez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, rechercher de l'information sur les formations. Sur les employeurs également, à la fois dans le cadre d'une enquête professionnelle sur un métier, par exemple, mais aussi dans le cadre d'une recherche d'emploi. Sur le marché de l'emploi, puisque pour valider un projet, on va étudier la faisabilité et donc on va regarder concrètement avec vous et vous allez regarder quelles sont les opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Sur les financements de formation, donc à la fois travailler sur la recherche des formations, mais aussi concrètement quels sont les leviers pour pouvoir financer cette formation. Dans le cadre d'une enquête également pour valider un projet, on va pouvoir aussi s'appuyer sur des retours d'expérience, rencontrer des professionnels qui occupent ces métiers ou rencontrer des personnes qui ont fait effectivement cette transition professionnelle, par exemple. Donc, la mise en réseau et puis s'appuyer sur des retours d'expérience de comment ils ont fait concrètement. Soit pour un transfert de compétences, soit je dirais un projet d'évolution, de reconversion, mais aussi un projet de création d'entreprise. C'est vrai pour tout type de projet. Et puis, donc l'idée, c'est vraiment pour nous, ce qui est très important, c'est rencontrer des professionnels pour travailler sur l'élaboration d'un projet. Donc, faire des entretiens conseils, ça c'est très important pour pouvoir cheminer dans sa réflexion et affiner son projet, mais aussi vivre des expériences de terrain et donc faire des périodes d'immersion sur des postes de travail pour tester la faisabilité d'un projet, pour évaluer, je dirais, l'impact sur votre vie perso, vie pro, l'adéquation avec les compétences que vous aviez déjà acquises et les compétences à acquérir. Donc, il y a des dispositifs qui permettent de pouvoir tester des projets sur des postes de travail via notamment la PMSMP, qui est un outil très utile et qui est peu utilisé et qui peut être utilisé par des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés quand on est en poste de travail. On peut élaborer un projet et pouvoir tester un projet dans une autre entreprise sur une période assez courte, hein, et on peut en faire plusieurs. Et via le CEP, c'est tout à fait possible. Exactement. Alors, pour commencer, un premier focus sur un réseau social indispensable et incontournable, LinkedIn, évidemment. Ce que LinkedIn peut vous apporter de base, ce sont des informations sur les secteurs, les entreprises. Beaucoup, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, en France, on est à peu près 23 millions de personnes sur ce réseau social et au niveau mondial, on est dans les 810 millions. Donc, vraiment, c'est un réseau social incontournable, vraiment à fort potentiel, à forte opportunité. Vous pourrez trouver aussi des informations sur les parcours et les compétences requises, faire des demandes de connexion auprès de personnes, de professionnels qui pourront vous appuyer dans votre projet. Donner aussi également de la visibilité à votre projet. C'est sur les réseaux, la promotion de votre projet, quel qu'il soit, la création d'entreprise ou une reconversion pour un autre métier. Vous allez pouvoir utiliser LinkedIn comme ça. Vous pouvez, par exemple, aussi pour faire un peu de veille, un peu peut-être concurrentielle, vous avez la possibilité, vous le savez, de basculer basculer en mode visible ou non visible sur LinkedIn. Le mode visible, je vous conseille de l'activer quand vous allez sur les profils de recruteurs ou de RH, par exemple, pour montrer ça enverra une notification à la personne comme quoi vous êtes allé sur son profil, et tant mieux, vous voulez être visible. Et au contraire, si vous voulez faire un peu de veille concurrentielle et avoir des personnes qui ont des postes qui vous intéressent, vous pouvez passer en mode non visible et de ce fait, la personne n'aura pas de notification. Vous pourrez aller voir ce qu'elle a rempli sur son profil, aller voir ce qu'elle a mis dans ses compétences, quelle formation elle a suivie. Ça peut vous aider également à vous orienter.
Morgane, il y a deux questions, excuse-moi, je t'interromps. La première, c'est concernant le support. Est-ce qu'on peut avoir le support? Donc, normalement, non. Alors, apparemment, il y aurait certains animateurs qui auraient transmis des Il y a supports. certains animateurs qui n'ont pas respecté les Voilà, c'est consignes. ça. Donc, Non, vraiment, ce sera uniquement disponible en replay à la fin des semaines pour que les gens continuent à assister aux autres, finalement, webinaires thématiques. Et de toute façon, voilà, tout sera accessible, hein, je vous rassure. Les replays seront accessibles sur le site internet et sur la chaîne YouTube. voilà. Et puis, la deuxième question, c'est concernant LinkedIn. Est-ce que tu peux redire combien il y a de personnes inscrites en France et au niveau En mondial? 2022, au début d'année, nous étions à peu près 23 millions. Là, tu parles à quel niveau? LinkedIn. National ou Oui, au niveau mondial? national, français. Français. Merci. Voilà. Donc, je poursuis les démarches à réaliser. Par exemple, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est d'aller rejoindre des groupes. Alors, je vous montre juste après comment on peut faire pour rejoindre des groupes, mais en tapant dans la barre de recherche LinkedIn, par exemple, emploi Rhône-Alpes, emploi Bretagne, ou encore par rapport à un secteur d'activité, aéronautique. Vous pouvez rejoindre des groupes par intérêt, aller voir ce qui se dit, trouver aussi des personnes sur ces groupes-là. Il y a des personnes qui vont trouver les membres de ces groupes-là et peut-être échanger avec ses membres en disant, voilà, on fait partie du même groupe, est-ce qu'on pourrait échanger sur mon projet? En tout cas, voilà. C'est une manière de créer du contact aussi, mais aussi d'avoir les informations par rapport à une thématique qui vous intéresse. Vous pouvez suivre des profils qui vous parlent, aller voir, voilà, comme je vous ai dit, des profils qui peuvent vous faire avancer dans votre projet. Suivez aussi les organisations, allez voir ce qui se dit, quelle est la tendance, quel est le discours aujourd'hui de l'entreprise qui vous inspire ou qui vous intéresse aussi dans votre recherche d'emploi, par exemple. C'est toujours bon d'avoir des informations à jour de ce que fait ou ce que dit l'entreprise. Et vous pouvez évidemment, le principal, c'est entrer en contact, de faire des demandes de connexion auprès de personnes pour vous appuyer dans votre projet d'évolution. Je sais qu'il y a une question qui risque de revenir dans le chat et qui revient à chaque webinaire. Quand on est en recherche d'emploi, il y a une question qui revient souvent pour ou contre afficher Open to Work avec les paramètres. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer alors, ça dépend de votre stratégie aujourd'hui. Si vous êtes dans une stratégie d'acquisition de réseau, si vous faites des demandes de connexion auprès de personnes, je ne vous conseille pas forcément d'afficher le badge Open to Work. Par contre, vous avez la possibilité de montrer que vous êtes en recherche active, mais seulement aux recruteurs. Dans les paramétrages, vous pouvez afficher simplement aux recruteurs. Donc, votre réseau ne le voit pas, mais les personnes avec un profil de recrutement le voient. Ensuite, si vous voulez vraiment montrer que vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas? Mais il faut être conscient qu'avec le badge Open to Work, ça peut être un frein à l'acceptation de votre demande de connexion. Voilà, c'est juste pour préciser. Emmanuel, je vois que tu affiches une question. Il y a une question. Le nombre de personnes au niveau mondial, c'est 850 000. 850 millions. Oui, c'est ce que je disais un peu près. Au début d'année, on était à 810 millions à peu près. Donc, je vois que là, on est arrivé à 870 millions. Donc, voilà. On est dans les 800 millions en 2022 au niveau mondial. Voilà. C'est ça. Ensuite, je poursuis. Je vous montre. Ah, je ne suis pas sur le bon. Hop, ma souris. Un exemple de profil. Alors, le mien, voilà, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais vous pouvez voir, vous avez mis donc une photo de vous à jour sur votre profil. Vous pouvez ajouter également une bannière derrière votre photo de profil. Une bannière qui, alors, voilà, le mieux, c'est soit une bannière qui est en rapport avec votre secteur d'activité aujourd'hui ou vers quoi vous vous dirigez, par rapport à votre projet professionnel. Vous pouvez agrémenter cette bannière aussi, pourquoi pas d'informations, de mots-clés ou d'un QR code. Pour créer un QR code, vous avez un site internet qui est bien fait, c'est Unitag, et vous pouvez générer gratuitement un QR code. Un QR code que je vous conseille également, pourquoi pas, d'ajouter à votre CV si vous souhaitez pousser par exemple, votre page LinkedIn sur votre CV, ça peut être grâce à un QR code. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un CV, comme on a beaucoup d'expérience, on n'a pas forcément la place de tout dire. Donc, un QR code peut être la solution pour rediriger vers votre profil LinkedIn. Ensuite, voilà, le nom-prénom, le titre de votre poste actuellement ou le titre de poste vers lequel vous vous dirigez. Vous pouvez aller plusieurs noms de postes. Ça peut être chargé de communication, / community manager, / graphisme, par exemple. S'il y a plusieurs noms de métiers qui vous intéressent. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter avec le mode créateur des sujets de prédilection. Vous voyez sur mon profil, j'ai hashtag digital,
hashtag stratégie et hashtag communication. C'est vos sujets de prédilection. Encore une fois, c'est des mots-clés qui vont venir enrichir votre référencement, votre visibilité sur LinkedIn. On va éviter dans le titre, je précise, dans le titre de votre profil, de mettre des mots comme disponible ou en recherche, parce que les recruteurs ne vont pas, ou les personnes qui vous cherchent sur LinkedIn, ne vont pas taper ça dans la barre de recherche. Ils vont taper directement le titre d'un poste ou des mots-clés. Ils ne vont pas mettre disponible ou en recherche de projet. Voilà un peu un tour. Évidemment, continuez de compléter la partie expérience, la partie formation. N'hésitez pas vraiment à rentrer dans le détail de vos missions et des modules de formation peut-être que vous avez suivis. Plus vous allez compléter votre profil LinkedIn avec des mots-clés, plus vous serez référencé sur ces mots-clés et on vous trouvera plus facilement. Un peu comme un site internet finalement. Comment on rejoint un groupe sur LinkedIn? Eh bien, en haut à droite, vous avez un petit icône où c'est écrit produit. Vous cliquez sur produit et ensuite une page s'ouvre sur votre droite avec l'icône groupe. Ici, vous allez pouvoir retrouver les groupes auxquels vous faites déjà partie, mais aussi, pourquoi pas, dans la barre de recherche, taper des mots. Par exemple, ici, on a un groupe qui s'appelle RH Info, le portail des ressources humaines que vous pouvez rejoindre. Vous tapez dans la barre de recherche des mots-clés, comme je vous disais, soit par rapport à votre secteur d'activité, soit par rapport à une région, voilà, un mot-clé qui vous interpelle, qui vous intéresse, vous tapez ce mot-clé, vous voyez les groupes avec l'outil de filtre en haut, vous tapez sur groupe et vous aurez tous les groupes qui vous sont suggérés. Après, il suffira de faire une demande d'adhésion. L'administrateur de la page peut vous accepter ou refuser votre adhésion. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut faire une demande d'adhésion sur un groupe. Ensuite, vous aurez la visibilité sur les membres du groupe et pourquoi pas entrer en contact avec l'un de ses membres. Ou en tout cas, avoir des informations ciblées par rapport au sujet qui vous intéresse. On continue sur Facebook, sauf si, Emmanuel, tu vois des questions par rapport à LinkedIn encore? Il n'y a pas de questions. Eh bien, je continue. Focus Facebook. Oui, on peut se demander, Facebook, pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt par rapport à mon projet. Facebook, il faut savoir que ça reste encore le réseau social numéro 1 dans le monde. Hein, peut-être un peu en déperdition en France, mais dans le monde, ça reste le réseau social numéro 1. Ce que Facebook peut vous apporter, en fait, sur Facebook, il y a aussi des groupes. Il y a aussi des groupes de discussion et vous pouvez y trouver aussi des retours d'expérience de personnes. Il y a encore aussi beaucoup de petites entreprises qui sont présentes sur Facebook, donc à ne pas négliger. Donc, vous pouvez rejoindre ces groupes-là de la même manière. Je vais vous montrer comment juste après. En tapant des mots-clés qui vous intéressent, vous verrez avec l'outil de filtre pour accéder au groupe et faire des demandes d'adhésion dans ces groupes. Vous pourrez échanger, poser vos questions peut-être à ces personnes-là et demander des conseils, des retours d'expérience. Alors, apprendre peut-être avec des pincettes parce que ça reste Facebook, c'est ouvert à tout le monde, c'est moins professionnel, on va dire, que LinkedIn, mais pourquoi pas, dans votre projet, rejoindre ces groupes. Il y a une question, Morgane, sur l'interface LinkedIn qui varie selon l'ordinateur ou le téléphone. Effectivement, je pense que l'interface n'est pas tout à fait... Enfin, les boutons ne sont pas placés au même endroit, mais globalement, on retrouve les mêmes... Oui, bien sûr, on trouve les mêmes fonctionnalités. Il faut peut-être un peu réfléchir différemment, mais vous avez toujours l'option dans la barre de recherche de filtrer aussi les résultats, soit par groupe, soit par profil, soit entreprise. Donc, vous pouvez toujours filtrer pour les résultats groupe. Une question aussi sur le nombre d'utilisateurs Facebook en France et dans le monde. Pour comparer avec LinkedIn, je vais regarder. Alors, je n'ai pas aujourd'hui en tête le chiffre de personnes présentes sur Facebook, mais je suis sûre que vous pouvez continuer, je vais répondre. Je laisse Emmanuel faire sa recherche de son côté. Je vous montre juste comment adhérer à des groupes sur Facebook. Bien, vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, ici, c'était Emploi Bretagne que j'ai tapé. J'ai cliqué ensuite dans le menu déroulant sur groupe. Et là, c'est l'exemple d'un autre groupe qui s'appelle Reconversion professionnelle et reprise d'études qui existe sur Facebook. On a un extrait, évidemment, de ce qui se dit, les conversations en cours et les membres du groupe et aussi qui sont dans ce groupe sur Facebook. Donc voilà, c'est cette notion de groupe intéressante. Pourquoi pas de rejoindre sur ce réseau social. J'ai la réponse à la question. Oh. Donc, il y a quasi 3 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde et 40 millions en France. Voilà, on est encore très nombreux sur Facebook. On continue. Alors, Twitter aussi, là, on peut se poser la question en quoi ça peut m'être utile. Twitter, c'est un peu le réseau social de l'instantané. Ça peut vous permettre de suivre des tendances
tout cas des tendances du marché ou de l'actualité en temps réel. Alors, voilà, encore une fois, apprendre avec toujours comme tous les réseaux sociaux, avec des pincettes. Parfois, l'information peut être un peu rapide et elle n'a pas été vérifiée, donc il faut bien faire attention de vérifier l'information. Ça peut vous donner, comme je disais, une vision, une tendance sur le marché, mais aussi une vision sur un vaste réseau de professionnels, en fonction peut-être du secteur. Alors, davantage peut-être dans les secteurs de la communication digitale, du journalisme, de l'information, mais même d'autres. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont aussi présentes sur Twitter. Les démarches à réaliser sur Twitter, par exemple, si vous pouvez, pareil, faire de la veille sur le marché en rentrant un hashtag, un mot-clé dans la barre de recherche et voir ce qu'il en sort, quels sont les tweets qui ont été faits par rapport aux mots-clés que vous avez rentrés dans la barre de recherche. Vous pouvez poser des questions, ça va très vite sur Twitter, donc vous pourrez avoir des questions très rapidement. Suivre des personnes en lien avec votre projet également, participer à des conversations et aussi, pour faire un peu votre veille, créer des listes. Vous avez la possibilité, je vais vous montrer aussi juste après, de créer des listes par rapport à des mots-clés que vous surveillez. Donc voilà, ça peut être aussi un peu votre pige du matin, aller voir ce qui s'est dit, faire votre petit récap des mots-clés pour encore une fois affiner votre veille sur un sujet ou un secteur ou une entreprise. Je vous montre rapidement. Donc, vous avez la possibilité dans le menu déroulant de Twitter de cliquer sur liste. En haut à droite, vous pouvez, avec le petit plus, créer une nouvelle liste. Vous avez aussi les listes que vous suivez déjà. Et là, par exemple, la liste, c'est emploi et formation. Et j'ai plein de tweets en rapport avec cette thématique-là. Dernier petit focus avant de passer à la phase de mise en œuvre finalement de votre projet d'évolution ou voilà, projet professionnel, c'est Instagram et Pinterest. Alors, je vous vois venir, Instagram et Pinterest, pourquoi en fait, on ne fonctionne pas tous pareil. Parfois, on a besoin de s'inspirer par l'image. On est un peu dans la phase finalement de réflexion. On n'a pas une idée précise encore de ce qu'on veut faire et peut-être que des images peuvent nous aider à nous inspirer, en tout cas nous orienter vers notre projet professionnel. Donc voilà, inspiration par l'image, vous pouvez faire des tableaux d'inspiration, des vision boards sur Instagram qui peuvent vous aider dans la réflexion de votre projet. Vous pouvez naviguer au gré de vos envies, taper les mots-clés qui peuvent vous aider à voir ce qui leur sort de ces mots-clés, qu'est-ce qui s'affiche. Il y a aussi beaucoup de partage de témoignages, par exemple sur Instagram. En tapant certains mots-clés, vous aurez des visuels qui sont des témoignages de personnes qui ont, en fonction des mots-clés que vous avez réalisés, tapé en tout cas, qui parlent par exemple de leur reconversion, de leur recherche d'emploi, de leur création d'entreprise sur Instagram. Vous pouvez aussi trouver, donc, je le disais, des textes, des citations, des images pour, encore une fois, vous inspirer dans cette phase de réflexion. Il y a aussi, et il ne faut pas oublier, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur Instagram que vous pouvez suivre également pour toujours faire un peu votre veille aujourd'hui, comment on se positionne, comment communique sur ce réseau social. Et dans les projets de création d'entreprise, il y a aussi beaucoup de veilles qui peuvent se faire sur je dirais des activités créées par d'autres, etc., sur ces médias-là. Oui. Un exemple sur Instagram, là, on avait le hashtag reconversion professionnelle et on voit qu'il y a quand même beaucoup de publications en rapport, des photos, des images, des témoignages, comme je vous le disais, des témoignages de personnes ou même des conseils, des petits tips, comme on dit sur Instagram, à prendre pour peut-être vous aider dans votre réflexion. Et sur Pinterest, c'est le principe un peu des épingles. On a l'habitude d'aller sur Pinterest pour avoir des petits tutos ou du DIY, comme on dit, mais il y a aussi des choses aussi sur les projets professionnels. Vous pouvez épingler vos idées, épingler peut-être des choses pour vous inspirer. Et il y a tout un tas de choses à aller explorer pour vous aider à construire ou développer votre idée dans cette phase, encore une fois, de réflexion. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des réseaux sociaux dans cette phase de réflexion. Je vais prendre peut-être le temps avec Emmanuel d'aller voir peut-être s'il y en a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je regarde. Comment aller plus loin pour mieux utiliser les réseaux sociaux? Alors, vous avez... Donc, si on peut vraiment utiliser... Alors, il y a tout un tas aussi par exemple, sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, il y a tout un tas aussi de vidéos qui peuvent aussi vous aider à mettre en place votre stratégie sur les réseaux sociaux. Il y a des webinaires, il y a des formations que vous pouvez suivre
Sur LinkedIn, dans la partie un peu recherche d'emploi, vous avez aussi des vidéos pour vous permettre de construire un profil professionnel, comment créer voilà, un profil professionnel, même un CV. Donc, il y a différents canaux, j'ai envie de dire, différents moyens de professionnaliser vos réseaux. À vous maintenant de voir ce que vous préférez. Donc voilà, il y a les formations, les webinaires, les vidéos. Emmanuel, peut-être toi, de ton côté, tu connais je sais pas, des moyens. Je pense qu'effectivement, sur les réseaux en eux-mêmes et sur Internet en général, on trouve Tout à énormément fait. de ressources pour bien maîtriser en fait les différents réseaux, quoi. Voilà. Vous n'avez pas parlé de. Alors, je donne une question. Vous n'avez pas parlé de TikTok. Que pensez-vous de ce réseau social? Est-il pertinent dans votre projet d'évolution professionnelle? Encore une fois, tout dépend de votre projet. Si vous avez, je pense que certaines personnes ont voilà, ont plus intérêt à aller sur cette plateforme-là en fonction de leur projet, peut-être de création d'entreprise, sur quelque chose de très, avec une cible très jeune finalement. Aujourd'hui, TikTok, ça reste encore une population assez jeune. Peut-être que votre projet est en rapport avec cette cible-là, donc vous auriez intérêt d'y aller. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a aussi des influenceurs qui sont présents sur TikTok, sur ce réseau-là. Je pense à des influenceurs qui font aussi du conseil RH sur TikTok. Il y en a de plus en plus. C'est quelque chose qui se développe. C'est pas inintéressant de s'y pencher. Voilà, c'est peut-être un réseau social où vous avez intérêt à y aller en fonction de, voilà, évidemment de votre projet. Combien de temps à passer par Combien de temps sur on les passe? réseaux? Alors, j'ai le chiffre exact, je me rappelle, au niveau mondial. C'est un chiffre au niveau mondial, donc à prendre avec, voilà, en France, c'est pas pareil. Au niveau mondial, on passe 2h27 sur les réseaux sociaux. En début 2022. Ça peut paraître en France peu, étonnamment, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, et surtout les jeunes générations. Mais voilà, au niveau mondial, le chiffre, c'est 2h27. Et la question, c'était combien de temps il faudrait passer par jour pour que des Excusez-moi, recherches j'ai soient mal la efficaces? question. Combien de temps? Tout dépend aussi du temps que vous comptez y mettre. Ça veut dire que ça dépend aussi de vous. En fonction de, voilà, avant de se lancer, il faut bien se dire qu'il faut aussi être actif. C'est variable, en fait. Il faut être actif de manière régulière, mais ça dépend aussi de vous. Il y en a qui vont y aller tous les jours, d'autres qui vont y aller une fois par semaine. Bien sûr, il faut rester régulier, c'est surtout ça l'intérêt. L'important, c'est d'être régulier. Pas laisser pendant un mois rien, et puis après publier 3 jours de suite. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut être régulier. C'est davantage ça qu'il faut prendre en compte. Et je Que prends une pensez-vous de dernière Viadeo? question. Ouais, je prends la dernière question. Que pensez-vous de Viadeo? Alors, on a déjà eu cette décision dans un autre webinaire. Viadeo, évidemment, c'est français. LinkedIn ne l'avait pas. Aujourd'hui, concrètement, les recruteurs vont davantage avoir le réflexe d'aller sur LinkedIn. Pour autant, on ne vous dit pas de supprimer votre compte Viadeo. Aujourd'hui, c'est un cas où LinkedIn a l'avantage aujourd'hui de ce réseau social professionnel. C'est LinkedIn qui l'emporte, on va dire. Peut-être qu'un jour, Viadeo va revenir à la charge, va vous proposer de nouvelles choses qui seront totalement innovantes. Et voilà, on ira tous sur Viadeo. Mais aujourd'hui, ça reste LinkedIn qui reste le plus utilisé, les plus visités. Voilà, si je vous conseille d'utiliser surtout celui qui est le plus à jour. LinkedIn est davantage à jour en général que Viadeo, qui est parfois un vieux profil qu'on a laissé de côté, dans un coin qu'on n'a pas mis forcément à jour. Donc voilà, il faut surtout utiliser le réseau social qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est LinkedIn. Demain, ce sera peut-être Viadeo. Voilà, c'est juste un cas, enfin le cas présent. Il y a une dernière question. Les 2h27, c'était pour tout type de recherche. C'est pas que pour voilà, c'est tout type de réseaux sociaux. Voilà. Ok. Tout type d'utilisation, voilà. C'est pas forcément dans le démarche d'un projet professionnel. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est, du coup, vous avez une idée plus précise de votre projet aujourd'hui. Maintenant, vous voulez mettre en œuvre votre projet. Donc, comment les réseaux sociaux vont pouvoir vous être utiles? Donc, on commence par la mobilité externe. Exact. Mobilité externe, recherche d'emploi et reconversion. Et donc,
On peut utiliser tous les types de réseaux, hein, LinkedIn, Oui, Facebook, Twitter, Instagram, pour ce type de projet, mobilité externe ou recherche d'emploi ou reconversion. L'idée, c'est, comme on le disait tout à l'heure, bien mettre à jour son profil et afficher votre projet sur votre profil, une fois que le projet est bien stabilisé et validé. Indiquer aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché, donc aussi via des posts, etc. Bon, après, la notification que vous êtes en recherche d'emploi est effective, ça dépend de votre statut, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Morgane. Créer des alertes sur les offres d'emploi. Donc, vous pouvez aussi être alerté, notamment sur LinkedIn. Il y a un certain nombre de possibilités pour avoir toutes les offres d'emploi qui sont diffusées. Suivre des entreprises, des organisations, des recruteurs pour pouvoir développer votre réseau dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, et puis prendre contact avec des personnes, notamment si vous êtes dans le cadre d'une recherche d'emploi via LinkedIn, par exemple. Vous pouvez demander des entretiens conseils, même si votre projet est stabilisé, l'entretien conseil, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour rentrer en contact avec des recruteurs. Donc, il y a certains qui sont ouverts et d'autres, peut-être c'est plus compliqué, mais ça vaut le coup de tenter. Et puis, et surtout en ce moment, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre sur un certain nombre de postes, donc c'est un moyen pour rentrer en contact avec des recruteurs potentiels. Et puis, bien sûr, diffuser des posts pour présenter votre nouveau projet ou votre démarche, faire le lien avec des posts qui sont diffusés par d'autres en faisant le lien avec votre propre projet, etc. Donc ça, c'est pour exactement. mobilité externe, recherche d'emploi et reconversion. Sur la mobilité interne, donc là, on peut utiliser des réseaux sociaux internes comme, alors il y a des intranets, il y a des outils comme Yammer, par exemple, qui correspond un peu au Facebook d'entreprise interne, et Jamspot, Workplace. Enfin, il y a plusieurs types d'outils qui peuvent être utilisés par des entreprises pour diffuser de l'information sur l'entreprise, mais aussi créer des groupes. De la même manière qu'il y a des groupes sur LinkedIn, il y a des groupes sur Yammer thématiques liées à votre activité, à vos projets, etc. Et dans lesquels vous pouvez vous inscrire aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Ça peut vous permettre de vous mettre, enfin déjà d'avoir connaissance de tout ce qui se fait dans votre entreprise, d'identifier des sponsors ou des personnes qui pourraient vous aider, par exemple, sur des projets d'évolution interne. Donc, s'il y a un projet, par exemple, je parle pour exemple une cellule innovation qui est mise en place dans votre entreprise, à laquelle, et pour lesquelles cette démarche vous intéresse et vous souhaiteriez développer des compétences, vous pouvez vous inscrire à ce groupe. Et pourquoi pas prendre contact avec le responsable de la cellule innovation pour échanger sur le fonctionnement du laboratoire. Voilà, c'est pour illustrer, mais ça peut être vrai pour n'importe quel type de métier ou d'évolution dans l'entreprise et sur lequel vous souhaiteriez avoir des informations. Donc, le réseau social vous permet aussi de rentrer en relation avec des collègues que vous connaissez ou pas. Voilà. Et puis, effectivement, ça vous donne de l'information aussi sur ce qui se passe dans votre entreprise. Et ça vous permet aussi de montrer à des managers que vous êtes intéressé par ce type d'activité, par exemple, émergent, et de pouvoir être force de proposition et d'argumenter. Plus vous aurez anticipé, je dirais, un projet de développer de nouvelles compétences sur votre profil, plus vous aurez, je dirais, fait des pas via notamment les réseaux sociaux internes, plus vous pourrez aussi argumenter de l'intérêt de développer de nouvelles compétences sur ce métier, par exemple. Et dans la phase si vous êtes dans un projet de création d'entreprise,
Alors, alors là, clairement, sur tous les projets de création d'entreprise, on peut utiliser bien sûr Facebook, plus si on veut aussi avoir de l'information sur les publics qui pourraient utiliser votre service, par exemple, pour tester, dans le cadre, je dirais, de l'étude de marché, de pouvoir, sur les groupes, voir quels sont les centres d'intérêt des publics cibles de votre activité. Par exemple, si ce sont des individus, sur LinkedIn, si ce sont des entreprises, bien sûr, et même des professionnels, Twitter, et puis les réseaux spécialisés en fonction de votre activité. Donc, ça permet de glaner de l'information sur les besoins de vos futurs clients, d'intégrer aussi des réseaux de porteurs de projets pour pouvoir développer vos compétences d'entrepreneur, de contacter bien sûr des personnes expertes qui vont pouvoir aussi valider votre projet de création d'entreprise, des personnes ressources qui vont vous permettre de cheminer, et puis des personnes expertes dans la création d'entreprise qui vont pouvoir vous accompagner aussi sur les étapes clés de la création d'entreprise. Rechercher des investisseurs, bien sûr, ça peut être une ressource. Et puis, raconter votre projet, faire la promotion de votre projet, utiliser tous ces médias pour faire de la communication et du réseau autour de votre projet, tester votre projet avec des personnes ressources, un produit, un service aussi, pour voir comment ça répond. C'est ça, par exemple, sur LinkedIn, vous avez par exemple la possibilité de créer des sondages pour avoir un retour de votre réseau sur votre idée, peut-être, sur une partie de votre projet. Vous pouvez aussi faire un post, vous incitez les gens à réagir sur ce qu'ils préfèrent. Par exemple, ça peut être un logo. Vous avez 2 logos, vous hésitez, vous demandez à votre réseau de voter et de voir s'il en ressort, pourquoi pas. En parlant de réseaux aussi de professionnels dans la création d'entreprise, sur Facebook, vous avez des groupes aussi, même sur LinkedIn. Sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle Mythmakers, par exemple, vous pouvez rejoindre. Ce sont des porteurs de projets qui échangent entre eux. Je réponds juste à une question de Frédéric qui dit « Un peu dangereux d'afficher son projet si on est toujours en poste ». Effectivement, ce n'est pas la même stratégie. Vous n'allez pas l'afficher de la même façon. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi mais vous ne voulez pas le montrer si vous êtes toujours en poste, toujours programmer que vous êtes en recherche d'emploi mais seulement visible par les recruteurs. Et là, vous allez davantage mettre en œuvre une stratégie de création de réseau, rajouter des personnes à votre réseau, faire des demandes de connexion, soit parce qu'ils font partie du même groupe que vous, soit parce que c'est une personne que vous avez identifiée dans une entreprise qui vous intéresse, ou même une personne, vous savez, sur LinkedIn, il y a la notion de degré de séparation. Vous avez peut-être une personne en commun dans votre réseau qui peut être l'opportunité pour vous de dire, dans votre message de demande de connexion, de dire, j'ai vu que nous étions connectés à la même personne, est-ce que nous pourrions échanger sur une thématique et là, vous découlez un petit peu votre projet, mais là, ce ne sera pas la même stratégie, ce sera plus dans vos demandes de connexion que ça va se faire, et surtout, ce que vous allez faire en dehors de peut-être ces réseaux sociaux-là. Mais c'est toujours un peu... en fonction de votre projet, il y a un degré de réglage à faire. Afficher, pas afficher, c'est toujours un peu... surtout quand on est en poste, il faut plutôt faire ça différemment. Hop. Alors, on va reprendre à la fin, on va prendre un temps à la fin pour continuer à répondre à vos questions, mais pour le moment, je pense que Emmanuel, alors on va passer à la présentation du conseil en évolution professionnelle, le CEP. Voilà. Comment, effectivement, le CEP peut vous permettre de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, tout type de projet, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le CEP, c'est quoi? C'est le conseil en évolution professionnelle. C'est un droit utilisable tout au long de la vie professionnelle dès lors que signe son premier contrat en alternance, par exemple, jusqu'à sa retraite. Et quel que soit son statut, qu'on soit, je dirais, salarié ou demandeur d'emploi ou travailleur indépendant, on peut bénéficier d'un service de conseil, d'appui à je dirais, l'élaboration, la formalisation d'un projet et sa mise en œuvre. Et puis définir une stratégie d'évolution professionnelle tout au long de son parcours et autant de fois qu'on le veut selon les étapes de sa carrière, en fait. Donc, c'est un service public qui est gratuit,
qui est confidentielle, puisque c'est une démarche qui est réalisée par l'actif, le salarié, le travailleur indépendant ou le demandeur d'emploi, de manière confidentielle, donc neutre, dans le sens où les conseillers n'ont pas d'intérêt à orienter vers telle branche professionnelle, tel métier ou telle formation. On est vraiment complètement indépendant en termes de… Donc, il y a une neutralité dans les conseils fournis, accessible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être au plus près du terrain et sur toutes les régions. Il y a beaucoup de sites qui vous accueillent pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Il y a une possibilité également d'être accompagné en distanciel. Souvent, ça se mixe. Il y a des actions qui peuvent se faire en présentiel, en distanciel, et il y a une alternance de rendez-vous présentiel, distanciel. Tout dépend un peu de vous, de vos besoins et puis de vos disponibilités et de votre projet également. Donc, impartial, comme je vous le disais, nous, je dirais, on n'a pas, on est à la fois en dehors de l'entreprise, donc on a une neutralité par rapport à le projet que vous souhaitez élaborer, en sachant que, c'est peut-être sur le slide suivant, je parle de projet, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent venir nous voir parce que elles sont en questionnement sur leur poste de travail et elles ont besoin d'avoir un espace d'écoute. C'est pas, elles n'ont pas forcément un projet en tête, mais en tous les cas, elles ont une question ou elles ont une difficulté, elles sont en mal-être sur leur poste, donc elles peuvent aller voir un conseiller pour en parler. C'est déjà la première étape. Et donc, aujourd'hui, qui assure ce service au niveau du territoire? Donc, il y a des opérateurs sur chaque région. Il y a des opérateurs régionaux qui sont pilotés par France Compétences, une agence rattachée au ministère du Travail, et donc qui s'occupe, je dirais, des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Donc, vous les voyez, le groupement Évolution, Réseau EVA, la BGE, Anter-RH, Axis, et puis Retravailler également, qui interviennent sur les différentes régions du territoire. L'APEC s'occupe des publics cadres, et également donc des jeunes diplômés dès lors qu'ils ont un statut ou ils pourront prétendre à un statut de cadre, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, et puis Cap Emploi qui assure le service plus pour les personnes qui ont une problématique de santé qui doit être prise en compte dans leur projet. Donc, toutes les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés ne sont pas forcément suivies par Cap Emploi. Ils peuvent être suivis par nous si leur handicap n'est pas un frein à leur projet et que la situation de santé n'est pas à prendre en compte. On va pouvoir les suivre. Mais par contre, si effectivement la situation de santé doit être prise en compte dans le projet parce que la situation de santé n'est pas stable, il y a des risques d'inaptitude, etc., c'est plutôt Cap Emploi qui va intervenir. Et donc, l'orientation vers le bon public, vous la retrouverez sur moncep.org. On vous donnera les liens tout à l'heure. Et donc, comme je le disais, les questionnements, pourquoi on peut solliciter le CEP, c'est assez large. Donc, il y a toutes les questions liées à l'évolution professionnelle, comment je me projette sur mon poste de travail à court terme, à moyen terme, la satisfaction au travail, les questionnements liés aux évolutions des métiers dans mon entreprise. Le CEP peut être là aussi pour, lors d'un entretien conseil, ça peut être aussi assez court, trouver un interlocuteur avec qui parler de ces questionnements sur mon poste de travail, mes relations au travail, les facteurs d'insatisfaction, etc. Ou effectivement des idées ou des besoins de développer de nouvelles compétences, de faire évoluer mon métier. Donc, travailler sur ce projet dans un premier temps et pouvoir être force de proposition à son manager ou à son employeur après avoir travaillé avec un conseiller. De la même manière, comme je le disais tout à l'heure, on accompagne aussi les personnes qui veulent se reconvertir ou transférer leurs compétences dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs.
tous les porteurs de projets aussi, ou des personnes qui voudraient créer mais qui savent pas exactement si, qui sont pas sûrs en fait de leur projet, ou qui veulent, par exemple, démissionner pour créer leur entreprise. Effectivement, ils doivent, pour ceux qui veulent démissionner pour créer leur entreprise, ils doivent rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour les accompagner et vérifier le caractère, la préparation en fait, puisqu'il y a un passage en commission pour pouvoir valider ce projet-là et toucher, je dirais, les allocations chômage dans ce contexte particulier de la démission pour la création d'entreprise. C'est aussi vrai pour la démission pour la reconversion. Et donc, le CEP est un passage obligé. Pour ces deux cas-là, pour tous les autres, c'est vraiment à l'initiative du salarié en fonction de ses besoins. Une personne qui souhaite aussi valider ses acquis d'expérience dans le cadre d'une VAE ou qui souhaite développer de nouvelles compétences via une formation, identifier la bonne formation, trouver un financement, etc. C'est le rôle du CEP. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, tous les projets de mobilité sur mon cœur de métier, que ce soit en interne ou en externe, le CEP peut tout à fait être là aussi pour préparer un projet d'évolution interne ou préparer une candidature sur dans une autre entreprise sur le même métier. Comment concrètement? On a, je dirais 2 grandes phases. La première, c'est le conseil individualisé et adapté. Donc c'est un premier entretien pour faire vraiment, je dirais un état des lieux partagé de la situation. Donc où la personne va pouvoir exprimer sa demande, son besoin. On va pouvoir identifier là où elle en est dans son questionnement, lui donner les premiers niveaux d'information, identifier des démarches possibles qui pourraient lui permettre de passer à l'étape suivante. Selon le projet, on peut effectivement lui conseiller d'être accompagné et on peut l'accompagner dans la deuxième phase qu'on appelle l'accompagnement personnalisé, où là, on va vraiment permettre à la personne d'avancer dans son projet, d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration de son projet, d'analyser la faisabilité de son projet et puis de construire, de lui permettre de lui donner la méthode, des outils pour construire un plan d'action pertinent en fonction de son projet et de l'accompagner dans sa mise en œuvre. Donc, c'est un service qui est vraiment à la carte, qui peut se limiter à un entretien, comme être un accompagnement de 6 mois avec des entretiens, des ateliers, un accès à des ressources via des plateformes digitales où les personnes aussi peuvent accéder, et puis en centre, enfin en agence, où ils peuvent accéder à de la documentation en fonction des projets élaborés, des ressources sur les métiers, etc., et les compétences demandées. Voilà, on s'adapte vraiment, on est sur un service à la carte. Tout à fait. Alors, je reviens à ma présentation pour la dernière slide. Oui, Hop là. Comment concrètement on prend rendez-vous? Vous aurez donc sur le slide, vous voyez moncep.org, mon-cep.org. C'est le site national qui recense tous les opérateurs qui font du conseil en évolution professionnelle. Donc, en fonction de votre situation, vous aurez et de votre localisation, vous trouverez directement le bon numéro du bon opérateur avec qui vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, exactement. On a une question aussi de Karine qui nous dit est-on vraiment obligé de passer par Pôle emploi quand on est employé et indemnisé par eux? Quand vous êtes employé, demandeur d'emploi. Quand on n'est pas employé et indemnisé par eux. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est Pôle emploi. Alors, alors, il y a des personnes qu'on accompagne qui ont un double statut. Par exemple, qui sont demandeurs d'emploi, mais qui font des missions d'intérim, par exemple, ou qui ont des contrats courts, etc. Là, effectivement, on peut, les opérateurs régionaux, le groupement Évolution, Réseau EVA, etc., peuvent accompagner des personnes qui alternent des périodes de travail et des périodes de chômage
qui travaillent à temps partiel, mais qui sont en recherche d'emploi parce qu'elles recherchent un complément d'activité, etc. Toutes ces personnes qui ont un double statut, on peut, les opérateurs régionaux peuvent les accompagner. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, effectivement, c'est soit Pôle emploi, soit l'APEC si vous êtes cadre, soit Cap emploi si vous êtes demandeur d'emploi et que vous êtes en situation où votre santé doit être prise en compte dans votre projet. On a une autre question de Régine qui dit: est-ce que 6 mois, c'est la durée maximale d'accompagnement pour le CEP? Pas du tout. Non, il n'y a pas vraiment de durée maximale, puisque vraiment on s'adapte et qu'on a la possibilité de rallonger dans le temps. Par contre, c'est clair qu'en fonction, donc ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le CEP, c'est l'opérateur, le service de premier niveau, et qu'on travaille avec tout l'écosystème emploi-formation en France. Donc, on va travailler avec les organismes de formation, avec les organismes qui s'occupent de la création d'entreprises, avec les prestataires qui font du bilan de compétences également. Et donc, on ne va pas agir tout le temps seul. Hein. On fait le lien aussi avec les acteurs qui vont bien. Donc, une personne qui a besoin de travailler en profondeur un projet et qui n'a pas du tout d'idée, qui n'a aucune idée, peut-être qu'on pourrait lui dire ce serait intéressant que vous fassiez d'abord un bilan de compétences. On le rencontre lors du premier rendez-vous. On identifie ensemble, parce que la personne le souhaite aussi, hein, c'est vraiment elle qui décide dans toutes les étapes de toute façon. Si la personne décide de faire un bilan de compétences, de disposer de 24 heures d'accompagnement, mais sous réserve qu'elle le finance via son CPF, par exemple, elle peut faire un bilan de compétences. Et nous, on va reprendre l'accompagnement après le bilan de compétences dans la mise en œuvre du plan d'action, la recherche de financement, par exemple, s'il y a une formation, etc. Donc voilà, la durée en temps, elle peut être beaucoup plus longue, mais par contre, on ne travaille pas seul et on a aussi un nombre d'heures qui permet d'accompagner les personnes dans le projet, mais on travaille avec tous les acteurs du territoire. C'est ça. On ne va pas avoir le temps. On va prendre une dernière question. Et puis, si vous avez des questions concernant tout cet accompagnement, le dispositif du CEP, vous pouvez prendre contact finalement avec une conseillère ou un conseiller en évolution professionnelle pour vous aider dans votre projet. Je vais juste prendre la dernière question de Sophie qui me paraît intéressante. C'est quelle différence entre le CEP et le bilan de compétences? Oui. Alors, le bilan de compétences, c'est 24 heures d'accompagnement. Et donc, je dirais qu'en termes de profondeur, c'est vraiment prendre le temps de travailler sur tous ces centres d'intérêt, ces compétences. Donc, je dirais que voilà, c'est un certain nombre d'heures pour travailler en profondeur sur un projet. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un bilan. Et l'envie aussi de travailler en profondeur sur le descriptif de mes compétences, de ma personnalité, mes centres d'intérêt, etc. Il y a des personnes, ils ont un projet en tête, ils n'ont pas forcément qui est déjà bien un peu mature. Ils veulent juste valider, je dirais, la faisabilité et puis mettre en œuvre le projet. Et donc là, le bilan, il ne va pas forcément être utile. Par contre, le CEP va lui permettre, en plus c'est gratuit, hein, alors que le bilan ne l'est pas. C'est-à-dire que le bilan de compétences, il faut que la personne ait suffisamment de CPF sur son compte pour pouvoir le financer ou de le financer sur ses fonds propres pour un financement, à moins que l'entreprise finance, ce qui est quand même globalement assez rare. Donc voilà, c'est différent dans le sens où on va prendre plus le temps de travailler sur les compétences, le profil de la personne. Voilà, on va avoir 24 heures, alors que le CEP, je dirais qu'on va travailler sur un champ plus large où on va aller vraiment sur, une fois que le projet est stabilisé, la mise en œuvre opérationnelle du projet. Donc souvent, il y a une articulation entre le bilan et le CEP, c'est-à-dire que le CEP, on va pouvoir identifier que le bilan, ça peut être opportun compte tenu de la personne. Donc un premier entretien CEP
Ensuite, la personne part en bilan de compétences. À l'issue de son bilan, elle a bien stabilisé son projet. Là, concrètement, on va l'accompagner dans la demande de financement, si elle a un projet de formation, la mise en œuvre de son projet, la recherche d'emploi post-formation, par exemple. Merci Manuel d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Merci à tous aussi d'avoir assisté à ce webinaire. On arrive à la fin. Encore une fois, si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler le numéro vert de l'opérateur qui vous sera suggéré via moncep.org et qui prendra le temps, évidemment, de vous accompagner, de répondre à vos questions. Et puis, je vous le rappelle, il y a encore demain où vous pouvez vous inscrire à des webinaires si ça vous intéresse, dernier jour des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Merci à tous. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.